Je vous propose de démarrer ce conseil municipal. L'ordre du jour, comme vous avez pu le voir, est très riche et va amener certainement à quelques discussions. Donc je vous propose de bien vouloir prendre place et nous démarrons ce conseil par la désignation du secrétaire de séance et je remercie Katia Pontalcon de bien vouloir être ici à ce poste. Merci beaucoup et je lui demande de bien vouloir faire l'appel. Allez, c'est parti. Marie-Hélène Mathieu. Didier Verdillon. Présent. Catherine Laforêt, qui donne pouvoir à Philippe Six. Oui. Philippe Descotte. Présent. Isabelle Thomas. Isabelle Thomas. Qu'est-ce que je fais là? Absent. Absent. Absent pour l'instant. Claude Basset. Présent. Virginie Philippazzo. Présente. Jacques Verzier, qui donne pouvoir à Marie-Hélène Mathieu. Philippe Six. Oui. Isabelle Pigeon, qui donne pouvoir à Karine Genois. Alain Dalquier, qui donne pouvoir à Jérôme Pierrot. Oui. Jérôme Pierrot. Oui. Laurent Sevray. Oui. Marielle Lassalle. Oui. Éric Captel, qui donne pouvoir à Virginie Bernard Philippazzo. Oui. Karine Genois. Oui. Alors, Isabelle Thomas, qui est absente, je là-bas. Katia Pontalcon. Bertrand Madamour. Oui. Sidney Gondou, qui donne pouvoir à Didier Verdillon. Sophie Champenier-Languillon, qui donne pouvoir à Marielle Lassalle. Amalia Fraioli. Présente. Justine Josse, qui donne pouvoir à Amaya Fraioli. Anna Werner, qui donne pouvoir à Bertrand Madamour. Gilles Dumont. Présent. Isabelle Delorme. Présente. Valérie Guillemont. Laure Velay. Présente. Marc Gaglione. Présent. Donc je barre le pouvoir, mais on va... Élu de Vic Valfred. Présent. Merci. Merci Katia. Alors ce soir nous avons du public, donc bienvenue mesdames à ce conseil municipal. Et nous allons commencer donc par les comptes rendus des décisions du maire qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal et une notamment qui a été de signer la convention d'occupation précaire de la ferme des Seignes avec l'association Terre de Mille-Pas pour une durée de 1 an à côté du 14 mai 2022 avec une indemnité d'occupation annuelle fixée à 500 €. Voilà pour la première décision. Et la deuxième décision consiste à approuver l'avenant numéro 1 des co-traitants Truffy et Caucase et Bell du local Gros œuvres du marché public de travaux pour la construction du parking Saint-Charles. L'avenant était d'un montant de 31 332,56 €. Il y avait une question de Saint-Didier autrement concernant ce point qui était de savoir si, par rapport à ce qui avait été voté au conseil précédent d'un montant de 15 287 et qui correspondait à des augmentations de tarifs, c'était de savoir si c'était la même chose ou pas. Alors ce n'est pas la même chose, c'est quelque chose qui est dans l'enveloppe globale, ce n'est pas du surplus. Il fallait signer un avenant pour que les choses soient faites de manière correcte. Ça ne bouge pas les sommes. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Pas d'autres remarques sur ces décisions du maire. Le point 3 concerne l'approbation du procès-verbal de la séance donc, du 18 mai 2022. J'avais quelques questions du groupe Saint-Didier autrement sur lesquelles nous sommes d'accord et que nous allons mettre donc dans le compte rendu. Il y avait les conventions évoquées sur les garanties d'emprunt RSH. Donc on les a envoyées aujourd'hui par mail, donc vous les avez eues en complément. Voilà. Si j'ai oublié peut-être concernant les décisions du maire, il y avait aussi la question de savoir pourquoi les pièces jointes n'étaient pas à l'ordre du jour. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que l'on fait, mais si vous souhaitez avoir communication d'une pièce en particulier,
On peut en faire la demande auprès de Vincent Burgy, directeur général. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques concernant le compte-rendu du dernier conseil municipal? Alors je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Nous passons au point 4 qui concerne le transfert de la compétence de l'éclairage public au CIGERVI et je passe la parole à Claude Basset. Bien, alors le CIGERVI, donc c'est le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise. Ce syndicat a pour compétence notamment les enfouissements des réseaux, également il traite pour la commune l'achat d'énergie, donc il fait aussi la dissimulation, l'accompagnement de la transition énergétique. Là, nous avons signé avec eux un contrat d'énergie partagée, ce qui nous permettra notamment de vérifier les bâtiments communaux en matière d'économie d'énergie, ce qu'on doit faire, etc. La seule chose qu'on avait conservée, c'est l'éclairage public. Donc l'éclairage public, la commune avait conservé donc cette compétence. Bon, il s'avère que maintenant, cette compétence est de plus en plus difficile à la conserver, d'abord parce qu'il faut avoir à l'intérieur même de la commune des compétences pour s'en occuper, ce que nous n'avons pas vraiment. Et en plus, la réglementation nous impose maintenant à référencer nos réseaux, c'est-à-dire qu'il faut géolocaliser tout ce qui est en aérien et tout ce qui est en souterrain concernant l'éclairage public et le cartographier. Et ce travail-là, actuellement, n'est pas fait. Nous ne sommes pas la seule commune à ne pas le faire, il y en a d'autres. Cela dit, il faut quand même qu'on se mette dans les clous, donc il va falloir qu'on le fasse. Le CIGERVI donc, nous propose bien sûr ses compétences dans ce domaine et pourra tout faire, et notamment cette partie-là. Donc on a prévu plutôt que de conserver. Alors, on aurait pu garder ça, mais ça nous obligeait à travailler avec des entreprises spécialisées dans le géoréférencement, donc il y a des coûts supplémentaires, etc., et donc on n'a pas voulu en arriver là. Donc notre souhait, c'est de tout transférer au CIGERVI. Le CIGERVI s'occupera maintenant à la fois de l'achat d'énergie, il paiera nos factures d'éclairage public, il s'occupera de l'entretien du réseau d'éclairage public, et il s'occupera également de la cartographie et du géoréférencement du réseau. Donc voilà. Alors, je crois que vous avez peut-être des questions là-dessus. Oui, j'ai une remarque préliminaire. Vous connaissez mon point de vue par rapport à l'attachement systématique au service de la métropole. Je trouve que plus ça va, moins il y a de compétences dans les conseils, dans les mairies. Donc petit à petit, tout ça s'effiloche. Vous dites vous-même que les compétences, c'est devenu difficile, etc. Mais plus ça ira, moins il y en aura. Donc d'ici peu, les conseils municipaux vont disparaître de la même façon. Je trouve qu'on va dans un sens qui, moi, ne me convient pas. C'est un point de vue personnel. Pour le reste, vous dites qu'il y a des coûts supplémentaires quand c'est traité par nos propres moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme idée des coûts présentés par la CIGERVI? Parce que moi, j'ai rien vu, vraiment, qui permet de dire que ça va être moins cher que ce qui est fait aujourd'hui. Alors, le CIGERVI nous facturera sur la base d'une moyenne par lampadaire. C'est-à-dire que dans cette moyenne seront inclus, je ne parle pas de la consommation d'énergie qui reste à part, puisqu'elle est comptabilisée et facturée à part. Et par contre, pour ce qui concerne l'entretien, dans l'entretien, il y a le dépannage, bien sûr, du réseau éclairage public, mais il y a le remplacement des foyers lumineux, donc quand ils se grillent, etc., quand il y a des pannes. Et le CIGERVI fait une péréquation sur l'ensemble des communes qui gèrent. Pour rappel, le CIGERVI, actuellement, il y a 66 communes qui appartiennent au CIGERVI, 59 de la métropole
et 50 de la métropole qui ont délégué au CIGERLI leurs compétences en éclairage public. Donc ce n'est pas une commune, il y en a 50. Donc je veux dire que nous, on est presque l'exception de ne pas l'avoir fait déjà. Alors le coût, c'est une moyenne. La moyenne du CIGERLI, je crois que c'était autour de 80 € par an, 85 je crois, euros par an, et par foyer lumineux. Pardon ? Alors 44, attendez, c'était marqué, la 44, c'est le coût actuel que la commune paye en énergie par point lumineux. Mais dans les 44 € ne sont pas compris l'entretien. C'est uniquement la consommation. Et il faut savoir qu'actuellement, la commune est plutôt bien placée, puisque les 44 € par foyer lumineux, c'est un des plus bas du CIGERLI actuellement. Voilà. Donc ça veut dire que même, jusqu'à maintenant, l'éclairage public a été plutôt bien traité sur la commune. Voilà. Oui. Et pardon, tu as peut-être posé la même question que moi, si on rajoute l'entretien. L'entretien, il faut doubler à peu près. Et donc on sera au même titre, si CIGERLI, ça sera un équivalent. À peu près. Alors, l'autre avantage, c'est qu'actuellement, nous avons donc un prestataire qui est Eiffage, qui entretient le réseau d'éclairage public. Dorénavant, c'est le CIGERLI qui va traiter avec une entreprise qui sera la même d'ailleurs. Ça sera aussi Eiffage, tout simplement parce que le CIGERLI traite avec Eiffage. Eiffage, c'est une des plus grosses entreprises d'électricité de la région. Donc, voilà, nous, on est très contents d'Eiffage et ça ne changera pas. C'est-à-dire que nos réseaux d'éclairage public, nos foyers lumineux continueront d'être entretenus par Eiffage, mais, disons, sous la responsabilité du CIGERLI. Voilà. J'ai une question qui concerne l'évolution du réseau, notamment par rapport au référencement de la localisation. D'une part, quelle sera la liberté de la commune sur l'évolution du réseau et comment ça va se produire? Est-ce que c'est une décision communale? Est-ce que on confie y compris la délégation du réseau au CIGERLI? Et par ailleurs, par rapport au référencement, savoir si on y transfère avant ou après la localisation, on va se poser la question des endroits où il y a une concentration de lampadaires qui est excessive. Hein. Je pense notamment au croisement de la rue Paul-Chevret et de la rocade des Mondeurs, où sur 20 ou 30 mètres, il y a 7 points lumineux qui ont tous été rénovés et qui paraissent excessifs. Alors, je ne sais pas s'il faudra en supprimer 2, 3, 4, j'en sais rien, mais en tout cas, sur une distance assez courte, à cet endroit-là, il y en a peut-être d'autres dans la commune, il y a 7 points lumineux qui ne sont pas tous justifiés, et savoir s'ils seront tous référencés ou pas, ou si ce sera l'occasion, cette localisation, justement, de faire un peu le ménage et d'optimiser un peu ces concentrations excessives d'éclairage. Alors, le CIGERLI a un avantage sur la commune, c'est qu'il peut effectivement faire des études d'éclairage, ce que nous ne pouvons pas faire, si ce n'est que prendre un prestataire pour ça. Les études d'éclairage pourront démontrer s'il y a trop ou pas assez d'éclairage sur une voie. Ça, c'est toujours possible. S'il y en a trop, ben, on supprimera un foyer, 2 foyers, etc. S'il n'y en a pas assez, on en rajoute. Voilà. Alors, par contre, en ce qui concerne, la politique future, c'est de remplacer tous les ballons d'éclairage qui sont énergivores par des foyers LED, hein, puisque c'est le LED qui est le plus économique. Ça ne changera rien, sauf que c'est le CIGERLI, nous on fera une demande et le CIGERLI la mettra en œuvre. Mais ça ne changera rien pour ça. Ce qui fait qu'au final, en fait, on fait le coût pour la commune sera lié au nombre de points d'éclairage. Absolument. 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 À faire le ménage avant. Mais c'est comme actuellement, hein, c'est oui, pareil. bien sûr. Quand on fait le prix de revient de notre éclairage public, c'est par point lumineux. Et dans ce prix de revient, il y a à la fois la consommation d'énergie, plus, bien sûr, l'entretien donc du réseau. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il serait bien de profiter du référencement qui va être fait de manière exhaustive pour examiner tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel contrôle est-ce qu'on pourra opérer du beau fonctionnement de CIGERLI? Parce qu'on a des critères qu'on pourra mettre en place. Voilà. J'ai pas compris excuse-moi. Est-ce qu'on aurait un cahier des charges en fait de leur mission et est-ce qu'on pourra du coup faire un contrôle de leur mission, de leur bonne mission?
Alors, concrètement, enfin moi je me suis réservé parce que l'éclairage public je le connais très très bien sur la commune, je le connais mieux que même Tessage, mais j'ai demandé au CIGERLIC que je conserve, j'ai la possibilité de conserver cette activité qui me prend un peu de temps, mais c'est pas énorme pour moi. Et effectivement, si je constate par exemple à l'avenir qu'il y a un mauvais entretien ou je sais pas, une armoire qui est défectueuse ou n'importe quoi, ça, comptez sur moi, ils m'entendront, hein, ça c'est sûr. Voilà. C'est certain. Mais est-ce qu'on aura du coup un rapport type de délégataire, comme avec par exemple les prestataires de l'enfance, on aura un rapport annuel de leur activité Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur ce point? Donc, je vous propose de le mettre au vote pour approuver le transfert de la compétence à partir du 1er janvier 2023. Qui est contre? Monsieur Dumont, qui s'abstient? Merci pour votre vote. Et nous pouvons passer au point suivant qui est le rapport du délégataire de la petite enfance, l'enfance pour 2021. Et je passe la parole à Virginie Bognard. Bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, je vous présente le rapport du délégataire. Comme vous le savez, de 2017 à 2021, nous avions un contrat de délégation de service public avec l'association Léo Lagrange qui gérait tant les crèches que les centres de loisirs. Depuis 2017, depuis le début du contrat, 1er janvier 2017, nous avons dû faire face à différents changements et beaucoup d'évolutions. Donc, il y a eu un certain nombre d'avenants. Et l'année 2021 a notamment été marquée par l'ouverture d'une seconde structure d'accueil de loisirs depuis le 1er septembre 2021 compte tenu de l'augmentation des effectifs et du nombre d'enfants qui étaient en liste d'attente pour l'accueil de loisirs, donc le mercredi et vacances scolaires. Ça a représenté un coût supplémentaire pour la commune de 52 086 € pour les 4 mois de l'année 2021. Concernant cette ouverture, c'était primordial et très important de le faire, puisqu'aujourd'hui, pour les inscriptions des vacances scolaires de cet été, nous avons déjà quelques familles qui sont sur liste d'attente pour les tout petits. Concernant les structures, donc le contrat de concession prévoit une réfaction de la participation de la commune en cas de taux d'occupation financier inférieur à 70% pour les crèches et à 60% pour l'accueil de loisirs. Pour le secteur de la petite enfance, donc les crèches, la LIR a accueilli 78 enfants différents sur seulement 211 jours en 2021, ce qui représentait 53 480 heures d'accueil facturées, soit un taux d'occupation de 76,8%. Pour les Désidous, on a accueilli 95 enfants différents sur 226 jours, ce qui représentait 58 045 heures facturées, et un taux d'occupation de 77,8%. La différence du nombre de jours est due au fait que les enfants ont été accueillis au Désidou pendant la 3e période de confinement au mois d'avril 2021 pour permettre d'accueillir les enfants de parents ayant des professions dites prioritaires, alors que la LIR a complètement fermé ses portes pendant cette période. C'est la première année où la LIR a atteint un taux de facturation inférieur à 107%. Et ce taux est fixé par la CAF pour percevoir une prestation de service unique bonifiée. Donc cette année, c'est la première fois où ils ne la percevront pas. Pour ce qui est des assistants maternels, nous avons 9 assistants maternels sur 10 qui sont en activité et qui ont utilisé le RAM, qui est le relais d'accueil d'assistants maternels. Aujourd'hui, c'est le RPE. Et ça représente un taux de fréquentation de 90%. Le nombre d'assistants maternels, malheureusement, diminue sur la commune depuis 2017, et comme dans les communes avoisinantes, parce que c'est une question qui est difficile, et qui est difficile d'accès, et qui est difficile aussi d'accès pour le logement et autres. Donc c'est une baisse qu'on constate dans toutes les communes avoisinantes. Malheureusement, on essaie de travailler là-dessus, on a fait des communications, mais c'est pas facile. Le point d'accueil famille a effectué 11 permanences en 2021, ce qui est une bonne moyenne. Pour le secteur de l'enfance, le périscolaire, y compris le temps méridien, a représenté 53 221 heures
ont été facturés sur un taux d'occupation de 70,11%. L'extrascolaire a représenté 36 801 heures, donc un taux d'occupation de 88%. En ce qui concerne les éléments financiers, pour l'année 2021, le résultat net d'exploitation sur l'ensemble des structures est excédentaire de 52 625 euros. La structure Aura Nord, qui représente les crèches La Lyre et des Îlots, a été excédentaire de 27 065 euros, ce qui fait que le secteur de la petite enfance affiche un total de 34 260 euros, incluant le RAM. Le résultat excédentaire s'explique notamment par l'excédent dû exceptionnel à la Lyre, du fait de la hausse du taux moyen facturé aux familles, du taux de facturation inférieur à 107% qui a permis de dégager une participation de la CAF modifiée, et de l'absence cette année de mise à disposition de personnel Léo Lagrange qui diminue la ligne autres charges et charges externes. Le secteur enfance affiche quant à lui un résultat excédentaire de 18 365 euros, soit inférieur aux années précédentes. Le résultat cumulé sur les 5 années du contrat est de 250 385 euros. Donc le gestionnaire doit reverser à la commune la moitié de cet excédent, ce qui représente 125 192,50 euros. Et pour rappel, la participation communale de notre commune en 2021 représentait 734 979 euros. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce rapport du délégataire ? Ludovic, là. Merci. J'ai juste une question sur la proportion que représente ces 250 et quelques mille euros d'excédent par rapport au total du marché. Vous avez ce calcul ou pas quelque part? Pour savoir ce que ça représente en termes d'écart. Non, je suis désolée, je n'ai pas le montant total du marché. Non. On pourra le recommuniquer. Merci. D'autres choses sur ce point? En fait, on vote non pas parce qu'on approuve ce rapport, simplement on vote le fait qu'on en a pris acte. Donc je porte au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci pour votre unanimité. Nous passons maintenant au point 6, qui sont les tarifs périscolaires 2022. Et je vais passer la parole à Virginie. Voilà. Alors, depuis le 1er janvier 2022, la délégation de service public a été réaccordée à Léo Lagrange pour le secteur de l'enfance. Et donc, ce qui concerne le périscolaire, extrascolaire et temps méridien. Voilà, dans la proposition de leur tarif, donc, au moment de la DST, ils ont souhaité fractionner la dernière tranche de quotient familial en 3 tranches supplémentaires. C'est-à-dire que plutôt d'avoir une tranche à partir de 1201, un QF de 1201, ils ont fractionné en 3 nouvelles tranches pour pouvoir permettre aux familles qui sont proches de la tranche d'avoir un taux de facturation un peu plus équilibré et augmenté en fonction du QF. Donc ils ont fait 3 nouvelles tranches et ils ont procédé à une augmentation de 10% de chacune de leurs tranches. Donc c'était dans la signature de la DST, et ces nouveaux tarifs s'appliqueront à partir du 1er septembre 2022. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ce point? Voilà, j'ai manqué à mon devoir tout à l'heure. Je ne vous ai pas présenté Adrien Botta, qui est juste à côté de Virginie, parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas. C'est notre responsable des affaires scolaires dans la commune. Et voilà, il est là parce qu'on a beaucoup de points scolaires à voir. Donc, il peut être un support pour Virginie ce soir. Merci Adrien d'être parmi nous. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, si Ludovic.
Merci. Oui, j'ai une question sur la gradation des différents tarifs, parce qu'on se rencontre entre dans les différentes grilles tarifaires, entre le coefficient 400 notamment et le supérieur à 2501, selon qu'on soit sur les tarifs périscolaires, les tarifs du mercredi, ceux des vacances scolaires et autres, on n'a pas les mêmes proportions qui s'appliquent. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors malheureusement, les tarifs sont fixés par le délégataire. Donc on ne peut pas leur imposer, on peut leur indiquer voilà, nos préférences et nos choix, mais ils sont libres de la fixation de leurs tarifs. Et là-dessus, la commune n'a aucun droit de regard. Non, parce que c'était... Ouais, ils avaient dit, oui, normalement c'est de l'ordre de 10% entre chaque tranche, mais ça, on sait pas. C'est vrai que entre les différentes tranches, je veux dire. Bah, si on fait les ratios, par exemple, là, je ne sais pas si on prend le premier tableau, la première colonne, si on fait le ratio 57,90 sur 21,70, on va avoir peu ou prou un tiers, je pense, un peu plus d'un tiers. Et si on prend par exemple la dernière grille là, sur les séjours, si on fait le ratio entre 188 € et 42,40 €, on n'aura pas du tout le même ratio. Donc on a l'impression que selon les prestations, les personnes qui bénéficient d'un quotient familial inférieur à 400 n'ont pas la même décote sur les prix. Parce que je pense qu'ils sont intéressés que aux tarifs du dessus et que les tarifs du bas, c'est ceux qu'ils ont repris en antérieur au rachat. Ils n'ont pas évolué. Je pense que du coup c'est dû à l'ancienneté de ces tarifs. Ils n'ont pas fait une refonte globale de la grille. À mon avis, c'est ça. D'accord. Merci. D'autres remarques ou questions? Non, bah, très bien. Je propose de mettre ces tarifs au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Ce qui nous permet de passer au point 7 qui concerne les tarifs de restaurant scolaire pour 2022. Et je passe toujours la parole à Virginie Bauméard. Alors, afin de s'aligner sur les tarifs proposés par le délégataire et afin de permettre aussi, pour les mêmes raisons, d'avoir un coefficient, on a souhaité fractionner la dernière tranche des tarifs pour le restaurant scolaire. Pour les mêmes raisons, dans le sens où il y avait une unique tranche à partir de 1201, c'est ça, et que plutôt que d'avoir, comme il y avait peut-être certaines familles qui étaient à un QF de 1201 et beaucoup, le 90% des familles qui étaient au-dessus de 1201, on a souhaité fractionner, pareil comme pour la tranche, le quotient familial pour pouvoir permettre d'avoir une évolution des tarifs du restaurant scolaire un peu plus proche des revenus des familles. Alors, contrairement à la DSP, nous n'avons pas augmenté les premières tranches, mais nous avons juste fractionné, donc à partir de 1201 jusqu'à 1500, on est à 4,65 €, c'était le tarif initial. Et ensuite, on a fait une augmentation de 5 centimes par nouvelle tranche. Donc, si on prend une famille avec un COEF de plus de 2501, il y aura une augmentation de moins de 22 € par an pour les tarifs de restaurant scolaire. Donc, ce qui représente peu pour ces familles, mais qui permet de ne pas augmenter les tarifs des familles avec des COEF plus bas. La seule chose qu'on a majorée aussi pour tout le monde, c'est les repas de dernière minute, puisqu'ils savent qu'ils doivent s'inscrire au plus tard le jeudi de la semaine précédant l'inscription. Donc c'est pour les repas qui sont de dernière minute et d'urgence, donc ils sont à 5,90 € qu'on a augmenté de 10 centimes. Et les autres tarifs sont augmentés uniquement de 5 centimes pour les nouvelles tranches, par nouvelle tranche. Nous n'augmentons pas les tarifs des tranches plus basses. Avez-vous des remarques ou des questions sur ces tarifs de restauration scolaire, Ludovic?
Oui, j'avais deux remarques. Je trouve dommage qu'on n'ait pas profité de l'occasion de revoir ces tarifs pour ne pas baisser le coût des repas pour les familles ayant des quotients familiaux très bas. Donc, je trouve que c'est dommage, ça aurait été un signe assez encourageant pour les personnes les plus favorisées sur la commune. Et par ailleurs, ne pas profiter de l'occasion sur ce montant repas majoré, de ne pas l'adapter aussi aux pensions familiales, puisqu'on se retrouve finalement avec une sanction plus importante pour les plus modestes, si on compare les tarifs appliqués, si on regarde les 4,80 € ou les 5,10 € du coefficient supérieur à 1501, on a 90 centimes ou 80 centimes d'augmentation, alors que ça représente plus d'un doublement pour les familles les plus modestes. Donc je trouve que c'est assez déplorable qu'on n'ait pas un traitement aussi adapté aux familles les plus modestes de la commune. Alors, les tarifs repas majorés sont quand même relativement rares. La plupart des enfants sont inscrits à l'année et sont inscrits sans aucune difficulté. C'est vraiment pour des cas exceptionnels. Et pour les familles qui ont vraiment des revenus faibles, ils peuvent bénéficier du CCS et donc d'une aide du CCS par rapport pour les repas des enfants. Enfin, moi, je trouve que déplorable n'est pas le bon adjectif parce qu'on n'a pas du tout bougé les tarifs des quotients de base. Et il ne faut pas oublier que tout augmente et qu'on a des factures de produits qui sont quand même en nette augmentation et on parle de 2,35 € ou 2,50 € le repas. Pour bien manger entrée plat dessert, plus le fromage, je pense que 2,50 € c'est quand même pas excessif. Et alors pour rappel, on a fait le calcul aussi du coût d'une assiette par enfant et la mairie, la commune prend en charge la moitié de chacune des assiettes. Donc tous les repas, la commune prend en charge la moitié des repas. C'est un service public, hein, donc c'est bien. C'est bien que ce soit pris en charge par la commune. Mais 50% est pris en charge par la commune. Très bien. Pas d'autres remarques? Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic. Merci pour votre vote. Nous passons maintenant au point 8 qui concerne la convention de participation financière aux dépenses de l'école privée. Et Virginie, tu gardes toujours la parole. Comme je vous l'avais évoqué au dernier conseil municipal, donc le Code de l'éducation prévoit une contribution des communes pour les élèves de la commune dans les écoles privées. Donc cette contribution est calculée par rapport au coût d'un enfant. Nous avions évoqué déjà les montants, donc au dernier, nous avions validé ensemble les montants. Donc ça prend en compte le coût des ATSEM pour les écoles, les classes maternelles, le coût du transport, le coût des locaux, des services généraux, les fluides et autres. Donc nous avons fait un calcul pour nous. Adrien et Sarah ont beaucoup travaillé là-dessus pour pouvoir calculer le coût d'un enfant, combien coûte un enfant à la commune pour les écoles. Et nous avons rédigé une convention avec Froment qui est très claire et qui permet de renouveler chaque année uniquement l'annexe sur le montant, de renouveler uniquement le montant sans avoir à renouveler la convention à chaque fois. Elle est claire, bien sûr, elle peut être modifiée s'il y a le moindre problème, mais au moins elle nous engage pour un certain nombre d'années sans avoir à la refaire chaque année. Et comme nous avions décidé aussi, on leur propose de la verser en une seule fois, ce qui nous permet à nous de savoir le montant exact selon le nombre d'enfants au 30 septembre de l'année N, et c'est versé en N+1 pour l'année écoulée. Comme ça. On peut avoir un rétro-contrôle si besoin de faire un contrôle sur les adresses, puisque ça ne concerne que les habitants de Saint-Didier-Montant. Des questions sur ce point, Ludovic? Oui, je pense qu'il y a un problème sur la cohérence entre les articles 6 et 7. Notamment si on se réfère à ce qui peut concerner les frais associés aux plages de piscine. Puisqu'on voit que dans le calcul du forfait, et donc de l'aide qui va être versée à l'école privée, on y inclut donc les intervenants extérieurs, donc on peut voir couvrir les maîtres nageurs rétribués un peu plus bas,
On inclut également le coût des transports, et notamment c'est spécifié le coût des transports pour certaines activités scolaires, donc la piscine qui est mentionnée explicitement. Et on voit par ailleurs à l'article 7 que ces frais sont mis à la disposition des différentes écoles de la commune à titre gratuit. Donc on se retrouve finalement pour ces activités à attribuer à l'école privée une subvention qui est essentiellement être gratuite. Je pense qu'il y a un problème ici sur ce sujet particulier. Alors c'est un point juridique qu'on a regardé sur la convention, et puisque aujourd'hui, et traditionnellement sur la commune du Saint-Didier, le transport est payé en direct par la commune, pour toutes les écoles de la commune, pour des raisons de mutualisation des coûts. Demain, ça ne sera, sur la durée de la convention, c'est quelque chose qui pourrait changer. Voilà. Donc aujourd'hui, le paiement est direct et ne fait donc pas partie de la subvention qui est versée à l'école. Mais demain, si la commune ne payait plus en direct les déplacements de l'école privée, à ce moment-là, c'est quelque chose qui devrait alors être versé dans le cadre de la subvention. Donc c'est une porte de sortie sur cette partie des transports publics. Aujourd'hui, c'est payé en direct par la commune. Demain, si ça n'est plus le cas, ça pourra être intégré dans la subvention. Oui, alors d'une part, on pourrait imaginer que ce soit par le biais d'un avenant, et par ailleurs, quid des frais d'intervention extérieure, notamment des maîtres nageurs. Les maîtres nageurs, c'est la commune qui les paie. Après l'association du département. Voilà, c'est le même principe. C'est de la mutualisation. Et c'est plus intéressant puisqu'on mutualise les coûts. Non, tout à fait. Je ne conteste pas du tout, au contraire, l'article 7, au contraire, je trouve très intéressant que la commune prenne en direct en charge certains faits. Ce qui me pose problème, et malgré tout, je pense qu'il y a quand même un problème juridique, parce que sur la base de cette convention, l'école pourrait réclamer l'intégration de ces différents frais dans la subvention. Donc, à ce moment-là, on séparerait les facturants de rassurez-vous, on ne paiera pas deux fois. Merci. D'autres remarques sur cette convention? Je vous propose de la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Le point 9 concernait la demande de subvention dans le cadre du plan de relance sur la restauration scolaire. Nous avons retiré ce point à l'ordre du jour parce que nous avons constaté que nous n'étions pas éligibles à cette demande de subvention, donc elle a été retirée de l'ordre du jour. Nous pouvons donc passer au point 10 qui concerne la convention de mise à disposition de l'environnement numérique de travail scolaire, la classe.com, avec la métropole. La parole est à Virginie Bognard. Alors, l'ENT, c'est l'espace numérique de travail qui désigne un ensemble de services numériques qui est choisi, qui est dédié aux écoles et qui est proposé donc, par la métropole de Lyon à un certain nombre d'écoles de la métropole pour pouvoir donc, mutualiser et développer l'espace numérique dans les écoles. Donc ça concerne vraiment des projets éducatifs, ça concerne les enseignants, l'académie, les élèves eux-mêmes, c'est dédié aussi aux parents d'élèves. Ça permet, selon les degrés d'autorisation, ça permet à chacun de ces acteurs d'avoir accès à des outils numériques qui concernent les écoles. Donc c'est proposé par la métropole. Les enseignants ont déjà reçu une première formation sur la classe.com et vont pouvoir le développer. Ça permet de consacrer un numérique, le numérique éducatif et la mise en place des services éducatifs en ligne adaptés à chaque âge en favorisant les liens entre premier et second degré, les échanges sur les choix technologiques d'équipement et sur l'accompagnement des pratiques éducatives innovantes. Donc tous les acteurs de l'éducation nationale, les enfants, les parents et les enseignants sont concernés par ça. La convention est proposée pour une durée d'un an renouvelable et la cotisation annuelle était fixée à 150 € par école. Avez-vous des questions?
Une question. Est-ce que vous savez si c'est la même plateforme que celle qui sera utilisée pour les enfants ensuite au collège? Oui, justement, c'est l'objectif, c'est de faire le lien entre l'école et le collège. C'est intéressant, merci. Oui, juste une petite question. Là, on vote essentiellement le cycle 3, hein, c'est ça? Parce que le reste, c'est déjà en place, hein, je crois. Là, c'est surtout pour la passerelle. Le cycle 3. Non. C'est pour l'ensemble, parce que là, on précise cycle 3. Mais c'est très bien, de toute façon, c'est l'ensemble, c'est très bien. Après, les enseignants, je ne suis pas sûr s'ils sont obligés d'utiliser. Même sur la partie cycle 3, comme après les enfants partent au collège, ils n'ont pas plus d'obligations, je crois. Mais... Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment... Dans tous les cas. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment... ils ont la possibilité, on leur offre cette possibilité, c'est offert par la métropole, et ça permet d'avoir une plateforme, d'être tous sur la même plateforme. Après, ils n'ont pas d'obligation. D'autres choses? Donc je vous propose de mettre cette convention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Virginie, tu gardes le micro pour le point 11 qui concerne le PEDT, le projet éducatif de territoire pour 2022-2025. Le PEDT, le précédent PEDT avait été prolongé d'1 an puisque c'était compliqué de pouvoir remettre un nouveau PEDT. On avait eu l'autorisation de prolonger d'1 an. Et donc là maintenant on propose un nouveau PEDT donc pour 2022 à 2025. Il s'agit du plan, ce qu'on appelle aussi le plan mercredi. Ça concerne toutes les activités périscolaires et extrascolaires. Et ce plan permet d'avoir l'éducation est une responsabilité partagée. Le PEDT est un projet qui rassemble l'ensemble des acteurs éducatifs et tous complémentaires. Donc c'est pas seulement l'école, l'éducation nationale, mais les crèches, les structures d'accueil associatives, le périscolaire, toutes les activités associatives, que ce soit sportives ou culturelles. Ça permet à tous les différents intervenants locaux de favoriser les échanges et de contribuer à une politique de réussite éducative et de lutte contre les inégalités, que ce soit au niveau scolaire ou d'accès à la crèche ou aux pratiques des loisirs éducatifs. Ça répond aux enjeux de demain et ça permet d'avoir une même ligne de conduite dans les valeurs qu'on donne aux enfants du plus jeune âge, de 0 à 17 ans. Donc nous avons contacté l'ensemble des acteurs de 0 à 17 ans, que ce soit les écoles, les crèches et toutes les associations de Saint-Didier et le périscolaire et extrascolaire pour pouvoir travailler ensemble sur ce nouveau plan. Et nous avons fait ressortir 3 axes de développement qui sont maintenir une cohérence éducative et pédagogique en créant des liens entre les projets des différentes structures, favoriser la continuité pour les enfants et les parents et plus largement les différents acteurs autour de l'enfant. Le deuxième est accompagner l'enfant dans son parcours citoyen, favoriser l'ouverture du champ culturel, sportif et du vivre ensemble de chaque enfant. Le troisième point, c'est encourager la construction individuelle de l'enfant, lui proposer des activités diversifiées à caractère de découverte et d'initiation, visant à encourager l'éveil de l'enfant, à développer sa curiosité, son ouverture d'esprit, son autonomie et son esprit critique. Nous avons travaillé, c'était un vrai travail de collaboration entre la plupart des acteurs, qui a été très constructif. Donc je vous demande, si vous voulez bien, approuver ce nouveau PEDT. Des remarques et des questions sur le PEDT? Ludovic? Merci. J'ai une question sur la partie là, qui concerne les actions en relation avec les bibliothèques. Donc il y a un concours qui est organisé, enfin une proposition de concours qui est organisée sur des romans sélectionnés par les bibliothécaires. J'aimerais savoir si les livres, si les classes de Saint-Didier y participent, puisque je comprends que c'est optionnel. Et si c'est le cas, est-ce que les livres sont mis à disposition par la bibliothèque ou est-ce que les familles doivent acheter ces livres? Alors, figurez-vous, j'ai une enfant qui est en CM1, donc c'est toutes les classes de CM1, CM2 et, il me semble aussi les 6e de Saint-Didier qui ont participé. Alors, 6e, pas toutes les classes, parce qu'ils sont très nombreux.
mais certaines classes ont été sélectionnées, mais toutes les classes de CM1 et CM2 de l'école privée et publique de Saint-Hélier ont participé. Et beaucoup d'autres classes du réseau Rebond, puisque vous savez, c'est le réseau des bibliothèques de l'Ouest lyonnais, qui étaient en commun. Et je suis allée justement à la remise du prix. C'était très intéressant, les enfants sont tous pris au jeu, donc il y avait un certain nombre de livres qui étaient disponibles à la bibliothèque et qui ont été échangés entre les différentes écoles, dans les différentes classes, donc il y a eu un roulement puisque ça s'est passé durant toute l'année. Donc ils ont eu 5 romans à lire et ils ont ensuite été toutes les classes à la bibliothèque pour voter, donc ils avaient un vrai bureau de vote, c'était très chouette, ils avaient un vrai bureau de vote et ils ont voté pour leur livre préféré. Ils ont été interviewés par les bibliothèques pour savoir pourquoi c'était leur livre préféré, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et il y a un super récapitulatif qui a été fait par la bibliothèque et je crois qu'il est sur le site de la mairie et de la bibliothèque parce qu'il y a toutes les interviews des enfants et ils se sont vraiment pris au jeu et ils attendent tous avec impatience de renouveler ça l'année prochaine. Ça fonctionne très très bien, c'est une. Je vous propose de le mettre au vote, ce PEDT. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Merci Virginie pour ce plan scolaire très intense. Nous allons changer maintenant de sujet. Et nous allons passer au point 12 qui est l'assujettissement budgétaire à la TVA sur option concerne le budget annexe de la halle. Ce sont des points qui ont été vus en commission des finances et je passe la parole à Philippe Six. Oui, bonsoir. Oui, alors nous allons donc voir différents points concernant le budget de la halle. Les deux premiers sont des points, je dirais, de formalisme. Le premier concernant la TVA et le deuxième les amortissements. Et ensuite, nous verrons dans le cadre d'une décision modificatrice quelles en sont les conséquences. Alors, premier point, donc l'assujettissement budgétaire de la TVA. Donc il est rappelé que suivant les activités, vous avez ou non de la TVA, donc certaines activités ne sont pas soumises à TVA, d'autres sont soumises de plein droit à la TVA, et enfin, encore une troisième série d'activités qui sont assujetties sur option. C'est le cas présent pour ce qui concerne la halle marchande. Donc, la collectivité doit facturer la taxe à l'usager et la reverser aux services fiscaux. Cette imposition permet de récupérer la TVA ayant grevé les dépenses constitutives du prix de revient des produits vendus ou des services fournis. Donc, dans le cadre de la construction de la halle et de la rédaction des conventions d'occupation avec les commerçants, les redevances d'occupation ont été définies avec TVA. Donc, c'est un choix qui a été fait. Et à partir de là, le budget de la halle est bien collecteur de TVA. C'est pourquoi il convient d'acter l'option de TVA permettant le reversement de cette TVA aux services fiscaux. Et c'est ce que nous vous demandons d'approuver. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Très bien. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Donc, nous pouvons passer sur le point suivant qui est l'amortissement des biens, toujours sur le budget annexe de la halle. Philippe. Bien, donc là aussi, nous allons étudier la possibilité de choisir dans les durées d'amortissement pour la halle, et parmi le tableau qui vous a été présenté, donc l'amortissement, je rappelle, c'est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement une dépréciation des biens et permettre des ressources destinées à les renouveler. Donc les collectivités sont libres de choisir les durées d'amortissement des immobilisations, mais à l'intérieur de limites indicatives. L'amortissement est donc calculé à partir de l'année suivant la date de mise en œuvre et non pas à partir de l'année en cours. Et donc pour les bâtiments, là, dans le tableau, nous vous proposons donc de choisir les 50 ans concernant les bâtiments pour l'amortissement des bâtiments de la halle. C'est ce que nous vous demandons de bien vouloir voter.
Des questions, des remarques? Très bien. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Ludovic? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Nous arrivons donc à la décision budgétaire modificative numéro 2 sur le budget annexe général. Philippe? Alors, donc, en fonction de ce que nous venons de décider sur la TVA et sur les amortissements, nous voyons amener à faire une décision modificatrice pour ce budget. Donc, vous voyez le tableau en investissement et fonctionnement. Je ne vais pas vous prendre tous les chiffres, mais je vais déjà commenter les plus importants. Au niveau des investissements, vous voyez un chiffre de 29 500 € qui est appelé virement de la section de fonctionnement. Vous retrouvez ensuite en fonctionnement ces 29 500 € en dépenses, hein, puisque ce qui est en investissement en recette et arrive en dépenses, ou plutôt ça vient d'une dépense de fonctionnement pour passer en recette d'investissement, donc le même chiffre. Sur ce chiffre, on peut dire que les 29 600 € là correspondent au coût de l'investissement de la halle marchande, c'est-à-dire 29 600 par 50 égale 1 480 000, qui est le coût de l'investissement de la halle marchande. Et face à ça, pour le financement, il y avait donc une subvention de 1 152 275, qui est donc les 23 100 multipliés par 50. Alors, vous avez un chiffre de 7 560, il s'agit de frais d'études qui n'avaient pas été comptabilisés à ce jour. Et les 30 000 € qu'on voit en fonctionnement correspondent aux recettes des loyers annuels. Donc 2005 par 12 mois égale 30 000 €. Maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Sarah pour commenter les autres chiffres qui sont plus d'ordre, je dirais, d'organisation comptable. Je vais me permettre de reprendre un petit peu des chiffres. Bon, tout le monde m'entend. Alors, on va reprendre les moins 30 000 €. En fait, il s'agit de la régularisation de l'imputation des loyers qui avaient été mis en 70-83. Alors, ça doit passer en 752. Et on doit aussi régulariser des rattachements qui sont passés aussi sur cet article. Et donc, c'est la dépense qu'on voit au 67-18 de 72 234 € sur la gauche. Voilà. Et donc, en fait, quand on fait 72 234 plus les 30 000, on a une recette de 102 234 au 752. Donc, c'est juste une modification d'article comptable qui n'était pas bon. Je vais juste revenir sur les études. Les 7560, c'est de l'intégration, c'est une écriture d'ordre. C'est juste une intégration pour passer du compte 20 au compte 23. Donc c'est pour dire que les travaux et que les études ont été suivies de travaux. Et après, on a donc au 673, on a 6 000 €. Donc c'est pour annuler les titres qui ont été émis en 2019 sans TVA. Et donc on est obligé de les annuler pour les réémettre avec TVA, parce que vous venez de voter à l'unanimité, donc l'assujettissement à TVA du budget de la halle. Ensuite, on a au 618 17 000 € qui est en fait le paiement des honoraires de la régie de la halle, qui était pour l'heure, qui était déduit directement des loyers et qui était refacturé aux commerçants. Et en fait, c'est une charge qui n'est pas récupérable, et donc c'est à la commune, notamment au budget de la halle, de supporter cette dépense. Donc on l'inscrit en décision modificative. Et pour équilibrer tout ça, donc on réduit le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 29 500 €. Des questions, des remarques? Alors c'était un gros travail. On va remercier Sarah de l'avoir fait, parce qu'on était bancal depuis le départ. Donc là, on va enfin avoir quelque chose qui se tient et qui respecte ce que l'on souhaite. Laure, tu veux dire quelque chose?
On est vraiment très content de ce travail qui a été fait. Je ne cache pas la joie par rapport à l'amortissement. Je suis très content que ça passe enfin. Après tant d'années à réclamer. Et apparemment, c'est vraiment un gros boulot de mise à plat et c'est très bien installé enfin. Merci beaucoup. Très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous mettons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic, merci pour votre vote. Nous pouvons passer au point 15, qui est la signature des contrats d'apprentissage, et c'est Philippe Six qui nous en fait le rapport. Bien, donc là, je rappelle la possibilité que la commune a de souscrire des contrats d'apprentissage, notamment grâce à l'alternance. Donc ça permet à des personnes de 16 à 25 ans d'entrer dans la vie active tout en poursuivant leur formation. On rappelle que qui dit apprentissage dit également maître d'apprentissage, donc une personne sera désignée dans la commune pour permettre à l'apprenti de pouvoir progresser. Donc là, l'apprentissage est soumis à certaines règles au niveau du règlement, donc c'est toujours un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'apprenti, au niveau de la rémunération. Et nous vous soumettons ce vote au niveau d'un apprenti que nous pourrions prendre au service des espaces verts. Avez-vous des questions, des remarques sur ce point? Très bien. Je vous propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Philippe, tu gardes la parole pour le point 16 qui concerne les suppressions et les créations de postes. Oui, donc il s'agit d'augmenter les horaires d'un poste et d'en rajouter deux autres. Alors, il y a un poste qui était de 12,35e au niveau de la cuisine qui va passer à 13,50 sur 35 compte tenu de l'accroissement de l'activité de la cuisine. Il y a un deuxième poste qui va être ouvert pour du temps partiel à hauteur de 13,75 heures sur 35. Donc là, c'est une ouverture de poste. Et dans un autre domaine, nous vous sollicitons également pour la création d'un poste dans le secteur des finances et de la paix, donc un poste à temps plein d'une personne qui sera à recruter. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce point? Non, très bien. Mettons-le au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Ce qui nous permet de passer... merci Philippe pour tous ces points. De passer au point 17 qui concerne les garanties d'emprunt de Rhône-Saône Habitat. Sur les opérations réalisées au 133 route de Saint-Cyr. Il y a un prêt 1 et un prêt 2. On va commencer par le prêt 1 et je passe la parole à Didier Verdillon. Oui, donc comme indiqué, ce sont des logements sociaux qui ont été mis en œuvre par Rhône-Saône Habitat et tout prêt souscrit par les bailleurs sociaux bénéficient de garantie, et comme c'est indiqué, à 85% par la métropole et 15% par la commune. Et là, il s'agit de prêts complémentaires qui ont été souscrits par Rhône-Saône Habitat, et donc, suivant la règle, on demande, en fait, on a une garantie à hauteur de 15%. Donc, je propose d'accepter cette mesure pour le prêt complémentaire numéro 1 à hauteur de 49 000 € et qui engage une garantie de 7 000 et quelques euros pour la commune. Avez-vous des questions sur ce point? Non. Je vous propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Et Didier, tu gardes la parole pour le prêt complémentaire numéro 2. Donc c'est là exactement le même schéma. Hein. Donc c'est d'autres
sur ce programme, en fait, il y avait 14 logements d'un côté et 23 de l'autre, donc il y a une souscription également sur d'un prêt complémentaire. Et donc, ce sont les mêmes garanties que nous proposons. Oui, question? Monsieur Dumont? Merci. Oui, c'est plus une remarque qu'une question, encore que j'ai vu que la participation à cette garantie n'ouvrait pas de droit à un accès au logement. Pour quelle raison? Parce qu'il me semblait qu'il y avait avant, dans les autres temps, un rapport qui permettait ça. Non? Je me trompe? Alors, on reste réservataire. On a toujours des droits de réservation sur ce qui était, mais oui. Sur cette nouvelle garantie, il n'y en a pas. C'est bien marqué. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on est sur la garantie d'origine. Donc, là, on est sur un prêt complémentaire. Nos réservations, on les a sur l'opération initiale, et c'est pas les faibles montants qui donneront. Ça remplit l'ensemble du même programme. Donc, c'est un prêt complémentaire sur un même nombre de logements. Donc ça ne change pas les règles d'attribution. Ok, merci. Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Luc, merci pour votre vote. Alors, nous passons au point 19 qui concerne la tarification de la saison culturelle. En l'absence de Catherine Laforêt, je vais vous exposer ce point. On avait fait une délibération au dernier conseil du 18 mai où on avait voté effectivement de nouveaux tarifs qui n'avaient pas évolué depuis 2012 et on avait une remarque qui concernait notamment les tarifs réduits. Donc ce qu'on vous propose dans cette délibération, c'est de l'annuler et de la remplacer par cette délibération pour laquelle on a mis en face de chaque type de spectacle la tarification des tarifs réduits. Je voudrais simplement attirer votre attention sur ce tableau où on a noté conférences simples. Je voudrais qu'on ajoute aussi ou les ateliers pendant les vacances, parce que on l'a tout simplement oublié, donc il faut qu'on le rajoute, à hauteur de 5 euros. Donc vous voyez que les tarifs réduits sont de 5 euros en dessous des tarifs pleins, et que donc ces tarifs réduits sont accordés aux étudiants de 15 à 25 ans, des personnes en situation de handicap et des personnes sans emploi sur présentation d'un justificatif. Donc on annule la délibération du mois de mai et on remet celle-ci à la place. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? Très bien. Je vous propose de mettre... Oui, pardon, excuse-moi. Marc? Ça n'arrive pas de problème. Non, mais c'est plutôt la grille, elle est remodelée, tout ça, elle est très bien. En fait, c'est une petite aparté. Avec cette évolution, cette modification de grille, et, on va dire, comme disait Catherine, on espère encore plus utiliser la salle, plus de spectacles. Est-ce qu'il ne serait pas temps de climatiser la salle pour la sécurité des gens qui meurent de chaud à l'intérieur, les artistes, le matériel? N'importe qui ici qui est allé voir des spectacles, que ce soit des spectacles payants, des artistes, des concerts, de tout ce que l'on veut, je pense que pour une exploitation saine et propre de la salle, à un moment, il faudra vraiment passer le cap de la climatisation où on peut respirer dans la salle. Alors Marc, je réponds, elle l'est. On a fait l'investissement. Alors on a certainement un peu de communication à faire. La difficulté, c'est qu'il y a un bouton à l'entrée de la salle, dans le fond. Je l'active souvent, je connais. Moi. Oui, le problème, c'est quand on l'active. Non, mais le problème, en fait, peut-être qu'on trouve un autre mode de fonctionnement. Mais quand on l'active, le problème du volume, c'est que l'efficacité, si on l'active pas 4 heures avant, l'inertie de la salle fait que il faut qu'on l'organise autrement. Des fois, je l'active avant. Moi, si je viens quand les gens font le spectacle, je l'active. En fait, dès que tu as la foule qui rentre, en fait, il y a tellement de monde. Et en fait, il faut l'activer. C'était un rafraîchissement. On a modifié le rafraîchissement, c'est devenu une clim. Alors après, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui,
on a vraiment un équipement, et oui, Claude confirme, on a vécu une VNC, on a fait des investissements, et donc je pense qu'il faut qu'on organise autrement la mise en service, parce qu'effectivement, quand on a 200 personnes dans la salle ou 300 personnes, il faut l'activer très très en amont de l'action, surtout pour les gens qui sont dans le haut des gradins, parce que la chaleur montant, c'est un peu plus compliqué. Je te laisse compléter, Claude. Je confirme, c'est climatisé, c'est même une grosse puissance, hein, donc il y a de quoi climatiser, mais il y a de l'inertie dans une salle comme ça. Et c'est pas parce qu'on va rentrer dans la salle, on va appuyer sur le bouton, tout de suite il va faire 20 degrés, c'est pas possible. Hein. Donc il faut le temps que la salle se refroidisse, donc il faut y aller bien en avance, bien en amont, climatisé. Et ça marche, c'est pas de problème. Je pense qu'il faut absolument, on travaillera peut-être avec les services techniques, mais peut-être qu'il faut que ce soit mis une bonne demi-journée avant, voire le matin pour la manifestation du soir. Ouais, je te garantis que j'y suis très régulièrement, tôt en avance, je le lance, et après, voilà, mais peut-être qu'il faut faire un fonctionnement régulier, peut-être automatique avec un thermostat, peut-être, mais à l'instant T, tu y vas souvent, tu connais. Oui, mais moi j'ai je les lance. Oui, mais Marc, moi j'ai constaté quand même que quand tu es à 10h30 du soir et que tu l'as mis à partir de 18h, à 10h30, c'est beaucoup plus correct qu'à 8h30, c'est tout. Donc il faut qu'on ait un problème, je pense qu'il faut que l'on règle nous, en interne, par nos services, pour que le système il soit mis en place, peut-être le matin pour le soir. Mais après, il faut aussi qu'on sache le taux d'utilisation. Parce que si on a 50 personnes dans la salle, voilà, donc, voilà, mais l'équipement, il est bon. Il est dimensionné par rapport à la taille de la salle. Bon. Juste, j'étais avec Marie-Hélène à un spectacle à 50 personnes à peu près. La dernière fois qu'on était ensemble pour les Trouvements, on devait être 50 à peu près. Pour le théâtre? Ouais. 50 personnes, elle marchait. Mais depuis, à quelle heure elle a été mise en route? Alors, on est rentré à 20h. Je ne sais pas quand ils l'ont mise en route. On est parti à quelle heure? 22h, j'en sais rien. Et on était limite à être mal. Voilà. Non mais attends, on va le retravailler, mais il ne faut pas dire que les équipements sont parfaits. C'est ça, voilà, il faut qu'on l'organise. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement à faire par rapport. Il y a peut-être un contrôle de bon fonctionnement des équipements, mais on répond à la question de Marc de départ. Il serait temps de penser à climatiser cette salle. Elle l'est. C'est ça la réponse. Et qu'on a certainement à travailler le mode d'utilisation et peut-être son contrôle, hein, c'est possible. Hein. Alors pour le théâtre, je me souviens que pour le premier groupe des idées en scène là, qui avait eu son spectacle en mai, c'était juste une seule pièce, des jours meilleurs. Voilà. Martine Romera n'avait pas voulu mettre la clim en marche parce qu'elle dit que ça fait du bruit et que ça perturbe les joueurs. Moi, j'avais effectivement, quand j'ai vu qu'il faisait chaud, appuyé sur le bouton, ça n'a pas fait grand-chose, mais bon, voilà, on voit le petit papier qui vole. Mais par contre, pour la deuxième pièce, là où il y avait un enchaînement de sketch, apparemment, ça avait été mis, mais je ne sais pas. Je peux pas dire. On va se contrôler. Bah, mais c'est un sujet. Ou alors, il faut qu'on donne des éventails, et des brumisateurs et des choses à l'entrée. Moi, je propose que j'y ferai un saut et je vous tiendrai au courant de si ça fonctionne ou pas. Et je verrai très vite. Donc, voilà. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, hein, mais j'y suis régulièrement. J'active dès que j'interviens, dès qu'on a fait des spectacles de théâtre, d'école, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait, j'y suis en permanence. Donc j'essaie d'activer au plus tôt. Maintenant, je suis d'accord, peut-être qu'il faut l'activer encore avant. Donc les gens, je leur montre, mais à l'instant T, même si je dis que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne pas, j'y suis quasi très très souvent, et très souvent on crève de chaud. Mais peut-être que si on déclenche automatiquement un cran avant, voilà, la question c'était effectivement le manque de clim, mais c'était on meurt de chaud quand même. Voilà. J'y passerai dans la semaine. Après ça dépend pour moi aussi, parce qu'il a fait très chaud ces jours-ci, donc j'imagine que le CLV va être bien très chaud. Et le rafraîchissement est beaucoup plus lent, forcément, quand on parle d'une température élevée dans la salle. Donc effectivement, un thermostat, c'est peut-être pas idiot. Juste pour préciser, on est quand même sur un principe de rafraîchissement. Le delta de température, s'il fait 40 degrés à l'extérieur, il ne fera jamais 25 degrés à l'intérieur. Il faut quand même en avoir conscience.
Non, mais un rafraîchissement inutile, à un moment donné, on n'aura jamais 25 degrés, quelle que soit la température à l'extérieur. On est toujours sur un delta T qui est lié à la puissance frigorifique qui a été installée. Donc déjà, si on a 7 ou 8 degrés d'écart par rapport à l'extérieur, c'est énorme. Donc si, c'est confortable, mais s'il fait 40 degrés dehors, ça fera toujours que 33 à l'intérieur. Il faut en avoir conscience. Oui, mais après, ce qu'il y a, Bertrand, c'est que tu payes ta place 25 €, tu passes une soirée et tu es en sueur, et tu te doutes bien que les gens ne vont pas revenir. C'est quand même dans un mouvement de dynamique, c'est positif, hein, c'est pas une critique, hein, c'est pour que embarquer tout ça dans le. Plus en plus de gens viennent, ils sont contents, mais si. Enfin, ça va juste avec, mais c'est un réglage à faire, et puis j'espère. On va regarder. Mais c'est une remarque avec les canicules de ces derniers temps, c'est à prendre en compte. Du coup, on n'a pas voté. Hein. Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic, merci pour votre vote. Ça nous permet de passer au point 20 qui concerne les délégations du conseil municipal accordées au maire. Il y avait deux, trois choses que l'on voulait revoir, notamment ce qui concernait les droits de préemption. Les articles de loi ont changé et du coup, il faut qu'on remette les bons articles. Et ça nous fait modifier cette délégation. L'autre modification concerne la possibilité de demander pour tout projet municipal l'attribution de subventions. Ce qui nous paraît à nous évident, mais c'est vrai que de passer en conseil municipal à chaque fois pour avoir votre autorisation pour demander une subvention sur un projet, c'est plus simple d'avoir l'accord pour le faire d'office. De procéder aussi pour tout ce qui est propriété communale, d'avoir l'autorisation pour faire des demandes de travaux relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. D'admettre aussi en non-valeur des titres de recettes pour des montants qui sont classés comme irrecouvables et qui sont inférieurs à 350 €. Et puis d'autoriser, alors ça c'est pas encore, j'ai encore pas eu le cas, d'autoriser des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents. Là c'est peut-être quand on va au conseil, au salon des maires, choses comme ça. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, Ludovic. Oui, ma question est sur le fait de grouper en fait, ces 5 points en une seule décision, parce qu'on est sur des choses qui sont d'ampleur très très différentes, hein, parce que effectivement quand il s'agit d'allouer un mandat spécial, d'annuler des montants de recouvrement qui sont assez faibles, évidemment que ce fonctionnement quotidien, je pense qu'on sera tous d'accord pour faciliter les choses. Par contre, quand il s'agit de droits de préemption, de démolition, de transformation et d'édification de bâtiments municipaux, on est sur quand même des sujets d'ampleur pour la commune, et c'est un minima utile qu'il y ait des débats, des discussions et la possibilité que le conseil municipal se prononce spécifiquement sur ces différents points. Et du coup, on aurait pu avoir une présentation et la mise au vote de ces points séparés pour sans doute différencier l'ampleur et les conséquences pour la commune de ces autorisations à la maire. Vincent, vous voulez apporter des précisions? Moi, je vous apporte la précision réglementaire qui, en fait, cette liste émane du Code général des collectivités territoriales dans ses articles L2122-22 et L2122-23 et qui a été modifié et amendé par la loi du 21 février 2022. Donc, on est dans l'actualité la plus brûlante, juridiquement. Ça veut dire qu'on peut se prononcer que sur l'ensemble ou sur aucune? Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, on a proposé un addendum, un ajout à ce que vous avez déjà voté en juillet, je crois, et en septembre 2020. On va rappeler ça, c'est ça. Et donc là, on a repris cette liste à la lumière des nouveaux besoins, comme l'a exprimé Madame le maire, et des mises à jour réglementaires de la loi du 21 février.
Vous avez une question aussi sur le droit de préemption. Le droit de préemption était déjà octroyé en délégation à Madame le maire dans la délibération de juillet 2020. Là, la nouvelle rédaction tient compte de la modification juridique apportée par la loi de février. D'autres choses? Isabelle? Oui, si, ça va. Oui, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision sur les mandats spéciaux? Comme je le disais, les mandats spéciaux, pour l'instant, j'en ai signé aucun, mais c'est ce que je soulignais, c'est par exemple la possibilité d'assister au Salon des maires, de prendre le train entre Lyon et Paris, d'y rester 2 jours et donc d'avoir un repas peut-être le midi, peut-être qu'on peut se faire inviter sur le Salon des maires à un buffet quelconque et d'avoir une nuit d'hôtel. En fait, c'est ça les mandats spéciaux. C'est un exemple. Ça fait suite notamment à ce que le Conseil a voté sur les remboursements de frais des élus. Voilà, vous avez au mois de mars un cas spécifique sur les mandats spéciaux que vous aviez accordé. Maintenant, si un élu devait avoir un mandat spécial, il devrait passer par une décision du conseil municipal pour obtenir ce mandat spécial. Là, ça permet d'aller plus rapidement. Du coup, c'est quoi la différence entre le remboursement de frais et les mandats spéciaux? Parce que c'est complémentaire. En fait, l'octroi d'un mandat spécial à un élu du conseil municipal ouvre droit au remboursement que vous avez voté en mars. Voilà, d'accord. C'est bon sens. C'est tout un motif. Merci. D'autres choses? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. C'était le dernier point concernant l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Nous allons passer aux questions orales et j'en avais une qui concernait Saint-Didier autrement avec la question de savoir où en était-on du projet du restaurant scolaire sur les études, les plans, les avancées. Je passe la parole à Didier. Oui, donc on avait fait une étude dans le cadre de la maison des Carriers, où on avait à un moment donné opté sur la construction d'un restaurant scolaire sur le bâtiment, enfin, au-dessus du préau, enfin, de la construction d'un véritable restaurant scolaire, et on réaménageait l'ensemble des espaces pour la vie associative de la maison des Carriers. Le fait qu'on ait pris la décision d'acquérir la maison, la propriété Trévoux, et donc de ramener une grande partie des activités associatives de la maison des Carriers vers la propriété Trévoux, nous amène à avoir une nouvelle réflexion sur le restaurant scolaire. Est-ce qu'on maintient le projet de construction tel qu'il avait été défini, ou est-ce qu'on envisage, puisque là on a la surface, dans la maison des Carriers, éventuellement de relancer une étude pour rendre accessible, efficace et le restaurant scolaire. Donc c'est une réflexion qui sera menée sur le 3e trimestre, enfin 4e trimestre, on va dire à la rentrée de septembre, pour prendre des bonnes décisions par rapport à l'évolution d'acquisition de la propriété de Trévoux. Des questions complémentaires? Oui, question ensuite, est-ce qu'il serait utile de créer une commission particulière sur ce sujet qui serait peut-être distincte de celle de la maison des Carriers, ou qui fusionnerait peut-être la question restaurant scolaire et maison des Carriers? Oui, c'est ça. Oui. L'idée, de toute façon, on avait dit qu'on mettrait en place une commission effectivement sur le devenir de la maison des Carriers. Donc dans les hypothèses, il y a aussi le maintien du restaurant scolaire. Donc je proposerai, je pense, courant septembre, une commission sur le sujet de réflexion globale, et donc ça intégrera un restaurant scolaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Valérie? Oui, alors moi j'avais une petite question parce qu'en fait j'étais absente au mois de juin de la commune pendant un moment. Je suis entrée la veille du 2e tour, le 18 juin.
Et à mon retour, j'avais dans ma boîte aux lettres un courrier qui émanait de Marie-Hélène Mathieu, maire de Saint-Didier et conseillère régionale, qui nous stipulait que les 12 et 19 juin auraient lieu les élections législatives et que, enfin, je ne vais pas reprendre le courrier, je pense que tout le monde l'a eu dans sa boîte aux lettres. Et moi, je me posais la question, et je ne suis pas la seule, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont interpellée là-dessus, par quel biais a été distribué ce courrier, puisqu'il émanait du maire de Saint-Didier. Donc voilà, c'était la question. Comment il a été édité, qui l'a distribué, est-ce que ce sont les gens qui ont distribué en bref, ou voilà. Ben, si ça avait été les gens qui l'avaient distribué avec le en bref, tu l'aurais eu dans le en bref. Tu as vu qu'il n'était pas dans une enveloppe, donc il n'avait pas été envoyé. Il a été imprimé sur les frais de campagne de Bastien Join et distribué par des volontaires. C'est l'éclairage que je voulais avoir. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous donner quelques informations. Je vais vous donner une information. Jacques Verzier n'est pas là ce soir, mais plusieurs d'entre vous ont déjà eu l'information. Jacques Verzier va donner sa démission en tant qu'adjoint. Cette démission sera effective à partir du mois de septembre. Donc il en parlera mieux que moi sur le conseil municipal du mois de septembre. Mais bon, voilà, comme il l'a déjà annoncé à plusieurs d'entre vous, je vous donne cette information pour que vous ayez tous le même niveau d'information. Comme cette démission sera effective au mois de septembre, ça nous permet de travailler sur comment nous allons répartir sa délégation. Voilà. Oui, Laure? En fait, il quitte le conseil ou il devient, comme Isabelle, conseiller municipal? Non, sa demande est de quitter également le conseil municipal, ce qui veut dire qu'il faudra qu'il y ait quelqu'un de notre liste qui rentre, le suivant sur la liste devra rentrer au conseil municipal s'il est d'accord. Et bon, voilà, ça nous permet d'avoir l'été pour travailler sur ce sujet. D'autres informations. Donc à partir du 1er juillet, on a donc la pharmacie Reynaud. Monsieur Reynaud prend sa retraite et donc on a deux nouvelles pharmaciennes qui reprennent cette pharmacie. Elle s'appellera Pharmacie des Halles de Saint-Didier. Change le nom. Voilà. Bon. C'est un peu long, je pense que ça finira en Pharmacie des Halles. Avant, c'était la pharmacie des Monts d'Or, maintenant, c'est la pharmacie des Halles de Saint-Didier. Donc, je crois qu'elle est fermée le 30 et qu'elle rouvre le 1er juillet avec ses nouveaux propriétaires. Oui, à moins que vous n'ayez pas terminé vos informations, j'en avais une à faire passer. Donc, vous me dites. J'avais pas terminé, mais si vous voulez la parole, je vous la laisse. Non? Très bien. Non, j'en ai pas pour très longtemps. Vous avez vu tous, que ce soit sur le panneau lumineux, la newsletter, le site de la mairie et sur les portes de la halle, les modifications des horaires suite à la période estivale et notamment à la chaleur. Donc ça posera aussi certainement une question sur la climatisation de ce local. En tout cas, la halle ferme les après-midi et est ouverte de 8h30 à 13h30 le vendredi, le samedi et le dimanche, à la demande des commerçants. Pas, je tiens à le dire, à notre demande à nous. Parce que moi, je voulais que les halles restent ouvertes. Mais apparemment, c'était un peu compliqué pour eux de travailler avec cette forte chaleur. Bon, ce week-end, ils ont dû voir que ce n'était pas le cas et qu'ils auraient pu ouvrir les après-midi, mais voilà. Donc c'est fermé, on a dit jusqu'au quand? Début septembre? Jusqu'au deuxième week-end de septembre, ils ont fixé leur période estivale jusqu'à cette date. Donc voilà, nous avons des nouveaux horaires. Et je pense qu'il faudra qu'on travaille sur une façon de faire pour ça, parce que ça ne me satisfait pas. Oui. Les loyers n'ont pas changé depuis
Ces décisions qui prennent eux ça implique rien financièrement. Ça ne modifie pas le montant des loyers. Alors, vous dire aussi que nous avons eu la visite du président de la métropole, Bruno Bernard, le 8 juin dernier. Donc c'était la première fois qu'il nous rendait visite. Donc nous l'avons reçu avec grand plaisir, nous lui avons présenté la commune. Nous avons surtout parlé d'urbanisme, de la densification de nos zones URM, de mobilité, bien évidemment, de l'acquisition que nous avions faite de la ferme des Seignes et de l'acquisition que nous allions faire de la maison Trémont, et puis aussi les travaux que nous avions à faire sur l'église et les couvertures de tennis. Donc on a fait une visite du centre, de la ruette à Balai, de l'avenue de la République, de l'église, de la halle, de nos écoles, et nous avons terminé par le parc de Trévoux qui lui a plu beaucoup, où il m'a dit sur le ton de la plaisanterie, en tout cas j'espère que c'était sur le ton de la plaisanterie, qu'il ferait bien des hébergements d'urgence dans le parc Trévoux. Je me dis bon, on verra ça plus tard. Hein. Donc voilà, donc on voulait faire un petit tour, hein, on voulait l'emmener sur Giverdy, sur la maison des Carriers, sur Saint-Fortuna, mais malheureusement il n'avait que 1h30 à nous accorder et cette heure et demie a passé très vite. Voilà. Une autre information concernant l'olivier qui est planté au rond-point de l'Indiennerie. Nous avons demandé aux espaces verts de nous donner l'origine de cet arbre et il vient d'Espagne. Voilà. Voilà. Et puis un autre sujet, je ne termine pas par le sujet le plus gai, mais voilà, un sujet brûlant d'actualité qui concerne People and Baby, puisque vous avez dû tous voir ce qui s'était passé vendredi dernier dans une crèche People and Baby. Ça nous a beaucoup interpellés d'avoir ce genre de drame qui peut se passer dans une crèche. Et donc j'ai eu un contact avec la direction de People and Baby pour savoir quelle était leur manière de communiquer par rapport à cet événement. Donc elle m'a dit que effectivement c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas pu prévoir. Cette personne était chez eux depuis seulement le mois de mars et que rien. Est-ce que tu peux nous rappeler éventuellement? Tu n'es pas au courant? Ah bon. Vendredi dernier dans une micro-crèche People and Baby dans Lyon, entre 7h30 et 7h50, il y avait une personne à l'accueil pour accueillir les enfants. Il y avait une petite fille de 11 mois qui pleurait et l'aide puéricultrice qui était là lui a donné du Destop et cette petite fille est décédée. Voilà, donc ça crée un souci bien évidemment en interne, parce que nous on voudrait savoir ce qui est prévu dans nos crèches. On sait que c'est un cas isolé, en tout cas on le souhaite. Donc la directrice m'a assuré qu'il y avait déjà des mesures qui avaient été prises, notamment, alors on n'est pas concerné à Saint-Didier parce qu'on n'est pas en micro-crèche, on a un multi-accueil où on a 60 berceaux au total sur les 2 crèches. Et donc cette personne à Lyon a été seule pour accueillir les enfants. Donc aujourd'hui c'est terminé, chez People and Baby il y aura au moins 2 personnes, quel que soit le nombre d'enfants. La personne ne sera jamais seule. Et puis la deuxième mesure qui est prise, c'est interdiction de rentrer des produits caustiques dans la crèche. Si le besoin est nécessaire pour un type d'entretien, le produit sera utilisé et détruit à la fin de cette utilisation et sorti de la crèche. Voilà. D'autre part, ils mettent en place une cellule, enfin un groupe de travail pour déceler au sein de leur personnel les troubles psychosociaux qui pourraient avoir lieu chez leurs employés. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'était important, je pense, de le savoir parce qu'on a beaucoup d'interrogations et il y a beaucoup de choses aussi qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe Les Mamans, les Mams des Monts d'Or. Donc voilà, il faut savoir ce que People and Baby a décidé. Oui, Ludovic.
Est-ce qu'un contact, quelque chose, un lieu de réponse est disponible pour les parents de la commune? Est-ce qu'il y a un dispositif, quoi que ce soit, si les parents s'interrogent en dehors de ce qui peut être rumeur ou contact personnel? Moi, j'ai demandé à People in Baby s'ils avaient fait une communication à leurs parents. La réponse est non, apparemment. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de déclaration de presse, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a rien. Donc, voilà. Donc, ils communiquent avec les communes qui les interrogent. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin. Parce qu'on attendait de voir un petit peu comment ils allaient se manifester par rapport à nous. Voyant qu'ils ne se manifestaient pas hier, on les a appelés ce matin et voilà leur réponse. Du coup, faute d'action, en tout cas rassurante de leur part, hein, c'est des messages, je pense que les gens doivent être sans doute choqués. Est-ce qu'il ne serait pas possible, au nom de la commune, responsable du service, je ne pense pas parce que on leur a donné délégation, mais c'est leur gestion interne. Ça questionne bien, hein? Ça questionne. Oui, ça fait peur. Isabelle? Je ne sais pas si le point est terminé ou... J'avais juste une petite question, je ne sais pas si peut-être Marielle peut faire un point sur le dispositif sur les violences conjugales et intrafamiliales, ou c'est pas... Pardon? Oui, bonsoir. Donc, dans le cadre du CCAS, a été mis en place, est en train de se mettre en place à partir de septembre, un dispositif sur les violences conjugales, violences physiques, psychologiques et autres. Donc, sauf erreur de ma part, nous aurons quelqu'un... Le deuxième... Non, c'est le deuxième mercredi. Entre le numérique et voilà. Alors, les actions. Voilà, le deuxième mercredi de chaque mois, de 14h à 17h à la mairie de Saint-Didier. Nous avons donc une association, c'est j'ai pas mes notes. Les femmes battues, c'est quoi? Amélie et Bifi. Voilà. Il y a donc des personnes qui... Il y aura possibilité sur inscription de manière anonyme à la mairie de s'inscrire pour bénéficier d'un entretien d'accès aux droits. Voilà, donc n'est pas affiché de manière externe tout de suite violence conjugale, c'est plutôt possibilité d'accès aux droits pour permettre à des personnes, par cet intermédiaire, de pouvoir toucher ce sujet qui est sensible. Donc on est en train de mettre en place avec le CCAS, une réunion a été faite et on va toucher tout le personnel médical de la commune, les nouveaux pharmaciens, les associations d'entraide sur ce point pour que nous puissions démarrer à partir de, ça va être mi-septembre je pense, ce qu'avait initié Isabelle, qui a au tout début. C'est un lieu qui est identifié. Oui, ce sera à la mairie de ici. Non, c'est en fin de compte à la mairie. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, en plus lors de cette réunion, on a eu une remarque très intéressante d'une personne spécialiste qui nous disait le fait d'être à la mairie, ça va permettre à des femmes de dire je viens à la mairie pour poser une question sur X, Y ou Z et ça va lui permettre de biaiser entre guillemets peut-être le conjoint ou la conjointe parce que c'est pas que des femmes. Ça va être un moyen. Voilà. Pour l'instant, c'est à la mairie et on verra ensuite suivant l'aménagement des locaux. Est-ce que ça va trouver à la question? C'était juste pour ouvrir le débat puisque j'étais à la réunion. Oui, non, mais je le sais. Donc, c'est pour ça. Et donc, merci. On a juste pour dire, peut-être, il me semble que tu l'as dit que c'était sur 8 communes. Oui, alors pour l'instant, c'est tout en train de se finaliser. C'est pour ça que je pensais en parler en septembre quand on aurait signé Marie-Hélène va signer début septembre une convention avec toutes les communes. Il y a 8 communes concernées. Je n'ai plus en mémoire tous les noms. Et voilà, vous serez tenus bien sûr au courant en septembre. Mais c'est un projet très important et il faudra que chacun de nous en parle. Voilà, parce que c'est pas quelque chose. Il faut qu'on arrive à avancer sur ce sujet. Oui, ça a été sorti un newsletter de lundi et on a commencé à en parler. Voilà. Monsieur Dumont, vous voulez... Oui, si je peux. Oui, je vous remercie. Je voulais vous informer avant que ce soit officiel, parce que vous recevrez le courrier dans les jours qui arrivent, mais je vais moi aussi démissionner du conseil municipal.
Alors peut-être que certains d'entre vous en sont très contents. Moi j'en suis un peu triste, mais quelque part je dois partir sous d'autres cieux, donc ma présence ici n'est plus justifiée. Donc je préfère faire maintenant à ce conseil municipal que d'attendre la rentrée pour le faire. Mais voilà. Donc je vous remercie, j'ai passé le bon moment avec vous, même si c'était parfois tendu, mais intéressant en tous les cas. Alors ça veut dire que vous partez un peu loin parce que vous savez qu'on peut rester, même en ayant déménagé, conseiller municipal jusqu'à la fin de son mandat. Alors ça je ne le savais pas, ceci étant je risque de partir un peu loin, oui. D'accord. Bon, bah, c'est la vie, on va dire. Hein. Absolument. Donc ça veut dire que vous allez faire rentrer aussi quelqu'un oui, c'est ça, d'autre oui. sur la liste. Absolument. Ok, très bien. Bah, écoutez, bon vent, bonne continuation à vous. Oui, oui, et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Et à toutes, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Non? Eh bien, écoutez, c'est le dernier conseil avant l'été. Je crois qu'il y a 2-3 petites choses à grignoter et à boire. Donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite, en fait. Merci à tous.